Super. Alors, monsieur Laurent, déjà dans un premier temps, on va vous demander d'éclaircir pour le public la différence entre ce que vous avez entrepris à Sciences Critiques et par rapport à la vulgarisation et les autres journaux qui, eux, font la vulgarisation scientifique. Alors, Science Critique est né en fait du constat suivant, c'était qu'en termes d'information scientifique, il y avait déjà une quantité phénoménale de blogs, de journaux, de magazines, de sites internet qui parlaient évidemment des sciences et depuis plusieurs décennies, mais uniquement sous le prisme de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que ce sont des médias qui communiquent justement sur la science en considérant la science uniquement comme on va dire comme ce qu'elle est, bien sûr, hein, c'est-à-dire une productrice de savoir, une productrice de connaissances avant tout et exclusivement. Et voilà, cette vulgarisation, hein, qui date même depuis la fin du 19e siècle, a sa raison d'être, elle est très créative, elle est très intéressante, mais pour ce qui me concerne, en tant que journaliste scientifique, je considérais, à la lumière de pas mal de travaux universitaires qui existent depuis 30 ou 40 ans, je considère, avec d'autres journalistes scientifiques, hein, bien sûr je ne suis pas le seul, mais que la vulgarisation scientifique présente peut-être des limites, ou en tout cas ce qui constitue une information d'intérêt général, d'intérêt public, c'est ce qui me concerne en tant que journaliste, n'était pas complètement couvert par la vulgarisation scientifique. Et donc, autrement dit, ce qu'on fait à Sciences Critiques depuis 10 ans maintenant, ce n'est pas strictement de la vulgarisation scientifique à proprement parler comme l'information scientifique, donc encore une fois, le fait depuis longtemps. On parle en fait plus globalement, on va dire, des relations science et société. C'est-à-dire qu'on considère la science non pas uniquement comme pourvoyeuse de connaissances scientifiques, mais la science est une activité sociale et humaine, on va dire, comme toute autre activité. Et à ce titre-là, eh ben, la science a des incidences politiques et en même temps, elle est traversée par des enjeux politiques et sociaux de divers enjeux. Et pour moi, la science, il faut parler de cette façon-là de la science, c'est-à-dire la science, c'est quelque chose de politique. Et c'est avec ce postulat-là qu'on a créé Science Critique il y a 10 ans. Ensuite, concernant vos méthodes d'enquête, étant donné que vous avez des méthodes qui divergent un petit peu de ce qui se fait actuellement, elles se situent un petit peu entre le journalisme et la recherche académique, du moins dans votre utilisation des sources. Vous vous revendiquez également du cadre de pensée qui est offert par l'épistémologie. Comment cela s'articule-t-il avec l'éthique journalistique et les pratiques narratives du métier? Alors comment on fait à partir du postulat que je viens de décrire, comment on fait ce journalisme, on va dire, scientifique d'intérêt général, c'est une vaste entreprise, puisqu'en réalité, il faut pouvoir parler de la science telle qu'elle se fait, comme dirait Bruno Latour et ses continuateurs, et en même temps avoir une approche critique des sciences. Et donc, pour ce qui me concerne, en effet, avoir une approche critique des sciences, c'est ce qu'on prétend faire avec un média qui s'appelle Science Critique, et c'est comment, au fond, on critique la science sans verser fatalement dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le conspirationnisme ou le complotisme, etc. C'est de s'appuyer sur une critique qu'on peut appeler à la fois raisonnable et rationnelle, c'est-à-dire, en fait, en gros, on critique la science par le prisme en partie, hein, des sciences humaines et sociales. C'est d'ailleurs à ces sciences humaines et sociales que j'ai été formé, on va dire, durant mes études supérieures. Et donc on va critiquer la science en faisant appel ou en étant inspiré par les travaux qui ont lieu depuis 30 ou 40 ans dans ce qu'on appelle les science studies. Autrement dit, on va s'inspirer grandement de ce que les sociologues des sciences, les historiens des sciences, les anthropologues des sciences, les philosophes des sciences ont pu dire sur la science ces 30 ou 40 dernières années. Donc on va s'appuyer bien sûr sur ces travaux-là pour comprendre ce qu'est la science, pour penser nos sujets, pour réaliser nos enquêtes, nos reportages et nos interviews. Mais aussi, j'ajouterais qu'au-delà de la sphère académique, on est aussi ouvert à finalement tous les sachants, on va dire, tous les experts profanes aussi, ou les spécialistes, qui ne sont pas forcément strictement académiques, mais qui peuvent être associatifs, militants, le terme n'est pas un gros mot pour nous, mais en tout cas tous ces gens qu'on peut aussi catégoriser parmi les citoyens et les citoyennes, qui ont un avis éclairé
et qui ont donc par conséquent la légitimité d'avoir un point de vue, certes situé, comme tout le monde, mais un point de vue sur la science, la recherche scientifique, les développements technoscientifiques, la R&D. Donc on s'appuie bien sûr sur les travaux de sciences dites expérimentales, dures, les sciences humaines et sociales en grande partie, mais aussi sur ce qu'on peut appeler les experts profanes, tous ces gens qui ont légitimement un point de vue à exprimer sur la science et ses développements. Parfait. Au sujet du rôle des citoyens, comment l'envisagez-vous dans ce processus de réflexion? Destinataire de l'information, contributeur ou véritable coacteur des choix liés à la recherche? Alors justement, c'est super parce que ça fait la transition avec ce que je viens de raconter. C'est-à-dire que pour nous, produire une information scientifique, on ne peut pas la faire sans les scientifiques. Et donc, comme je viens de le dire, plutôt ceux qui travaillent dans les sciences humaines et sociales, on va dire. Mais il y a tout, effectivement, et a fortiori aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, du Web 2.0, si vous voulez, c'est-à-dire un Internet participatif, on est difficile aujourd'hui de faire de l'information, même scientifique, sans l'apport des citoyens. Donc, et la recherche aussi. Donc, alors, du coup, il y a tout un mouvement, on va dire, dans le champ scientifique qui s'ouvre à ce qu'on appelle la recherche participative ou la science participative, c'est-à-dire que la science déjà elle-même, depuis quelques années, essaye de s'ouvrir bon an, mal an à la participation citoyenne. Alors il y a une science qui s'ouvre à ça, il y a des mouvements de chercheurs qui appellent à une science citoyenne, à des sciences citoyennes particulièrement, mais effectivement dans le champ de la recherche, dans le champ scientifique, cette ouverture à la société civile n'est pas forcément toujours très, très bien accueillie, il faut quand même le dire. Et nous, dans le champ de l'information, on se pose à peu près les mêmes questions aussi. C'est comment on fait une information qui soit d'intérêt général, mais également utile. Et donc pour nous, à Science Critique, concrètement, ça veut dire que les citoyens et les citoyennes peuvent nous contacter tout simplement pour nous suggérer des propositions, nous suggérer des idées de sujets, d'articles, d'enquêtes, d'interviews. On peut aussi s'appuyer sur eux éventuellement comme souvent quand on est journaliste, c'est-à-dire comme source d'informations. Voilà. Et puis on compte aussi sur nos lecteurs et lectrices pour aussi critiquer notre propre travail, c'est-à-dire à la fois directement en participant à nos réunions, nos conférences de rédaction, mais aussi dans les espaces de commentaires au-dessous des articles, où en fait, comme Mediapart, si vous voulez, qui est un média participatif, on va aussi ouvrir notre travail, nos articles à la critique citoyennes et citoyens, et donc il y a différentes formes que je viens de décrire, mais si vous voulez, c'est aussi par là qu'on attend beaucoup des lecteurs et des lectrices, c'est que nous-mêmes, nous soyons critiqués de façon constructive sur nos choix, les partis pris que l'on a et les insuffisances de notre travail. La production d'une information scientifique fiable et de qualité demande du temps. Comment donc concilier ce temps long nécessaire à la production de cette information scientifique avec un espace public caractérisé par la surcharge informationnelle, l'instantanéité et la baisse de l'attention? Alors ça, c'est une grosse question. En effet, j'aurais tendance spontanément à répondre que peu importe le public ou les attentes du public d'une certaine façon, a priori, c'est-à-dire qu'en fait, on devrait pouvoir produire une information scientifique selon nos propres, on va dire, critères de qualité, nos propres préoccupations journalistiques, c'est-à-dire que ce soit vraiment une information d'intérêt général. Donc, on va pas forcément, si vous voulez, formater ou concevoir une information pour qu'elle puisse être, on va dire, aussi curieux que ça puisse paraître, digérée rapidement par le public. On ne va pas faire du prêt-à-penser. En fait, on a effectivement plutôt horreur de ça, c'est-à-dire toute cette tendance un peu délétère de la presse depuis quelques années qui se soumet au diktat de l'immédiateté, du scoop pour le scoop. On s'inscrit vraiment en contrepoint de cette pratique journalistique-là. C'est pour ça que à Science Critique, on parle de métamédia d'une part et d'autre part de journalisme lent. C'est qu'effectivement, pour produire une information de qualité, utile, on considère qu'il ne faut pas réagir ou surréagir à un événement ou à une actualité, mais qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir, justement, de faire un pas de côté. C'est une évidence ce que je vais dire, mais c'est que le temps de la science n'est pas le temps des médias. Et on le voit par exemple sur un cas très concret comme l'origine du SARS-CoV-2, où les premières semaines, les premiers mois de survenue de la pandémie, il y a eu on va dire la thèse zoonotique qui a été privilégiée
Gier et la thèse de l'accident de laboratoire a été disqualifiée assez vite. Et en fait, on se rend compte que 4-5 ans après, c'est plutôt la thèse de laboratoire qui est préférée et par les scientifiques et même par les services de renseignement des États. Donc, un exemple très concret, mais pour dire que justement, le temps de la science et le temps des médias est différent. Donc, il faut prendre effectivement le temps de raconter ce qui se passe, a fortiori concernant les sciences, qui est un domaine comme beaucoup de domaines, mais qui est un domaine qui est quand même assez complexe. Cela étant dit, il faut aussi que notre production de l'information soit évidemment reçue, écoutée, c'est-à-dire que notre travail doit être utile et bien sûr doit recevoir un certain écho. Donc on essaye, dans cette prise en compte du public, justement, de pas réagir ou de pas, comment je peux dire, de pas être sur le versant émotionnel, comme vous l'avez dit justement, mais c'est d'en appeler plutôt à la raison des lectrices et des lecteurs, et de les inviter plutôt à réfléchir. Mais c'est vrai que c'est évident que dans le contexte actuel de l'information, il y a toujours la primeur à l'émotion, au sensationnel, et nous on s'inscrit vraiment en contrepoint de ça. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de réfléchir non plus à des nouveaux formats plus courts et autour par exemple des images, de l'image animée, de la vidéo, pour faire entendre un peu plus et diffuser plus encore la critique des sciences.